Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour la semaine de la sensibilité qui se déroule en ce moment du 11 au 19 janvier. Et aujourd'hui, il va y avoir un super interview avec Pascal Michelon qui a accepté de faire cette interview avec moi où je vais lui poser plein de questions. Donc Pascal, elle est docteure en neurosciences, psychologue aussi spécialisée en HPI et en haute sensibilité. Et elle est l'auteure d'un livre qui s'appelle Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles. Et tu es aussi co-directrice de l'Observatoire de la sensibilité. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Christine. C'est un plaisir d'être là avec toi, avec toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont sensibles et sensibles à l'impossibilité de diffuser les connaissances aussi autour de ce concept. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, merci de cette opportunité. Merci à toi et surtout on va apprendre plein de choses sur justement tout ce côté qu'on oublie un peu. On parle souvent des défis, aussi des forces, mais on oublie d'où ça vient tout ça. Donc ça va être passionnant cette interview, donc écoutez bien jusqu'au bout. Alors déjà, avant d'entamer le sujet, le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à étudier la haute sensibilité? Volontiers, aussi de parcours. Qu'est-ce qui ferait sens? Hum, Moi, au cœur de mon parcours, je pense que c'est comprendre qui était vraiment mon moteur. Donc, j'ai commencé par des études en psychologie, puis je me suis orientée vers les neurosciences qui me semblaient vraiment fascinants pour comprendre justement ce qui se passe un peu dans la boîte noire, dans le cerveau des êtres humains. J'ai ensuite fait de la recherche dans tous ces domaines-là, ce qu'on connaît du cerveau pour aider les personnes à mieux se vivre, hein. Et dans l'accompagnement, pour des raisons peut-être plus personnelles, parce qu'il y avait pas mal de HPI dans mon cercle proche, hein, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de ces personnes-là. Et vu que le HPI est souvent relié, enfin, coexiste, on va dire plutôt avec la sensibilité, j'en suis arrivée petit à petit à la sensibilité aussi. Bon, on aura l'occasion peut-être de reparler de ces différents liens. Donc voilà un petit peu le fil conducteur qui m'a amené jusqu'à toi aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a passionné le plus dans ce travail en neurosciences et en psychologie? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Alors moi, c'est vraiment la découverte, hein, de rechercher, arriver à comprendre quelque chose. Donc en sciences dures, pures et dures, en laboratoire, c'est rare qu'on fasse des méga découvertes. Donc c'est toujours un petit travail petit à petit. Et dans l'accompagnement, c'est la même chose finalement. C'est accompagner des personnes à se découvrir elles-mêmes, hein, à découvrir leurs qualités, leurs caractéristiques, à rechercher les obstacles qu'elles peuvent avoir à l'intérieur d'elles. Donc c'est le même travail de chercheur finalement et de découverte. Et dans l'accompagnement, ce qui est génial aussi, c'est que chaque personne est unique finalement. Donc là, on va parler de la sensibilité en général, de la haute sensibilité. Il y a des caractéristiques communes, mais pas oublier que chacun le vit quand même différemment en fonction de son parcours de vie, de sa personnalité et de tout un tas d'autres caractéristiques. Et c'est passionnant pour un psychologue, je trouve, pour un chercheur aussi, cette diversité. Et est-ce que tu pourrais nous définir, justement pour rentrer maintenant dans le cœur du sujet, Mhm. ce que signifie être hautement sensible au point de vue de la neuroscience? C'est une question très vaste. Euh, donc, du point de vue de la neuroscience, déjà, juste pour remettre les choses au clair, c'est un concept qui est pas très répandu en tant que tel, hein. La notion de sensibilité, peut-être plus au niveau sensoriel, est bien connue en neurosciences. Par contre, la sensibilité émotionnelle, c'est un concept qui est peu reconnu, peu étudié sous ces termes-là. Donc, c'est difficile de donner une réponse très claire. Mais comme je comprends, moi, la sensibilité, euh, et je pense qu'il y a peut-être deux grandes caractéristiques qu'on pourrait dégager.
au niveau de la détection déjà. Donc, je pense qu'il y a cette capacité à détecter de nombreux changements, de nombreuses subtilités dans l'environnement, que ce soit dans l'environnement des objets ou dans les personnes, hein. Donc, c'est vraiment déjà ça, cette capacité à capter, finalement, à détecter. Et l'autre versant, je pense, de la sensibilité, c'est la capacité à être touché par ce qu'on capte, la capacité à être peut-être ému finalement. Donc il y a vraiment ces deux aspects, de capter plein d'informations et oui, je dirais, c'est vraiment touché, c'est ça, c'est-à-dire être sensible, hein, d'être touché par ce qu'on perçoit aussi. Et quelles sont les particularités eh bien, du cerveau des personnes qui ont une sensibilité plus élevée que les autres? Et en quoi eh bien, le traitement des émotions ou des stimuli sensoriels va différer eh bien, en fait, de la plupart des autres personnes? Alors déjà, juste là, tu parles de sensibilité élevée, donc pour mettre les choses au clair aussi, tout le monde est sensible en fait, hein. Mm. Et comme beaucoup de caractéristiques humaines, psychologiques, la sensibilité, ça suit ce qu'on appelle la courbe de normalité, hein, tu vois, qui fait une petite box au milieu, où la majorité des gens sont similaires, on va dire, ce qui va constituer ce qu'on appelle une moyenne. Mm. Donc pour la sensibilité, ça marche de la même façon. Donc la plupart des gens ont la même sensibilité. Et il y a des gens qui ont des sensibilités moins fortes, peu, et des gens qui ont une sensibilité plus forte. Donc dans les courbes d'études, on montre qu'il y a à peu près 25% se trouvent dans cette zone de sensibilité moins forte, et à peu près 25% dans cette zone de sensibilité plus forte, en fait. Donc nous, tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, ça concerne les personnes qui sont plus sensibles. Dans les études, ce qu'on fait, c'est essayer de voir est-ce qu'il y a des différences entre les personnes qui sont moins sensibles et les personnes plus sensibles, un peu sur un continuum en fait. Donc qu'est-ce qu'on observe dans les cerveaux des personnes plus sensibles? Donc il n'y a pas énormément d'études, hein, à ce jour, c'est quand même encore sous une forme exploratoire, mais on commence à en avoir de plus en plus. Donc, au niveau de la détection, cette caractéristique dont je parlais tout à l'heure, on s'aperçoit que le seuil pour les personnes plus sensibles est plus bas. C'est-à-dire que ton cerveau aura besoin de moins d'informations pour réagir si tu es plus sensible. Donc, dans la vie courante, c'est pour ça que une lumière va pouvoir te déranger si tu es plus Mm. Mm. sensible, alors qu'elle ne dérangera pas la plupart des gens autour de toi, en fait. C'est vraiment au niveau sensoriel, tes capteurs ont ce seuil de réactivité qui est plus bas. Donc là, je parle d'un désagrément, mais du coup, ça fait que tu vas pouvoir capter plein d'informations subtiles et fines que les autres auront plus de mal à capter aussi. Donc ça, c'est vraiment une des grandes différences. Après, quand on met des gens dans des scanners cérébraux, tu sais, pour voir qu'est-ce qui Ouais. s'active dans leur cerveau pendant qu'ils sont en train de faire des tâches, ou de réfléchir ou de regarder des images, par exemple, on s'aperçoit que pour les personnes plus sensibles, si tu leur montres des scènes, hein, visuelles, qu'elles soient émotionnelles ou pas d'ailleurs, il y a plus d'activité dans les zones de leur cerveau qui traitent l'information qu'ils sont en train de Mm. percevoir, en fait. C'est comme s'il y avait une analyse, hein, plus, plus poussée, plus profonde. C'est là qu'on ne sait pas trop en fait, hein, ce qui se passe, mais en tout cas, il y a plus d'activité dans ces zones-là pour les personnes plus sensibles. Donc elles vont probablement capter plus d'informations, faire attention à pas mal d'informations, et dans les scènes émotionnelles, être d'autant plus focalisées sur tous les aspects émotionnels de la scène. Donc il y a plus d'activité dans certaines zones, dans les zones visuelles de compréhension, d'analyse de tout ce qui est perçu. On s'aperçoit aussi un autre aspect important. Donc, tu sais que les personnes très sensibles souvent se disent très empathiques, hein. On parle souvent d'elles comme des éponges, même. Il y a vraiment cette idée d'être touché, d'absorber les émotions qui se passent autour, hein, chez les autres, hein. Euh, donc en neurosciences, c'est ce qu'on appelle l'empathie affective, la capacité à ressentir en miroir ce que ressentent les autres. Et on a quelques données qui montrent qu'apparemment, les personnes plus sensibles ont aussi plus d'activité dans les zones du cerveau qui sont responsables de l'empathie affective. Donc c'est des zones au niveau du cortex, en particulier au niveau de l'insula,
Donc, c'est des zones dans la partie frontale du cerveau. L'insula s'active si tout d'un coup tu te mettais à être très en colère parce que j'ai dit je sais pas quoi ou je me mettais à pleurer. Il est possible que mon cerveau s'active en miroir, en fait, et les mêmes zones qui s'activeraient si moi-même j'étais dans l'état émotionnel dans lequel tu es, s'activent donc. Et cette activité, elle, en miroir, elle est présente chez tout le monde, en fait. Tout le monde a une empathie affective, hein, plus ou moins forte, et on s'aperçoit que chez les personnes plus sensibles, cette activité en miroir est plus importante. Et sûrement, c'est ce qui cause cette impression de ressentir plus ce que ressentent les autres. Donc, il y a vraiment une réalité neurologique, biologique, assez caractéristique que les personnes plus sensibles se reconnaissent. Et pour les personnes qui, justement, qui ont une sensibilité élevée, souvent il y a ce côté de fatigue émotionnelle. Et quel mécanisme en fait cérébraux pourrait expliquer eh bien cette fatigue là chez les personnes chez les personnes qui ont une sensibilité plus élevée? Et je pense qu'il y a deux réponses peut-être. Donc, il y a une notion de saturation, on entend aussi beaucoup chez les personnes plus sensibles. C'est souvent plus au niveau sensoriel, hein. On a l'impression qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop d'informations, ou voire trop de monde, hein, de là d'être fatigué. Donc, une réponse qu'on a au niveau du cerveau, ce serait peut-être au niveau de l'habituation. Il semblerait, mais là aussi il n'y a pas énormément d'études, mais il semblerait qu'une personne sensible s'habitue moins à ce qu'elle perçoit que des personnes moins sensibles. Donc, ça veut dire quoi s'habituer? Ça veut dire, par exemple, là, j'entends un avion qui passe. Si j'habitais à côté d'un aéroport, hein, il est possible qu'au bout d'un moment, j'entende de moins en moins le bruit des avions, en fait. C'est un phénomène qu'on appelle l'habituation au niveau. Mm, Et pour les personnes sensibles, il semblerait que ce phénomène soit tarde à venir, soit n'existe même pas, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y aurait une sorte d'accumulation des informations, des stimuli, des sensations qui aboutirait à cette fatigue, là. Donc, au niveau sensoriel. Et au niveau émotionnel, là, on n'a pas vraiment de réponse. Parce qu'il y a peut-être un élément de réponse donc, c'est des études dans lesquelles on a demandé à des personnes plus ou moins sensibles d'être témoins d'une scène émotionnelle. On leur décrit ou on leur montre une scène dans laquelle il se passe quelque chose et les protagonistes ont des émotions fortes. Donc, ces personnes-là sont toujours dans un scanner, hein, on observe leur cerveau en fonctionnement. Et après, on leur demande simplement de pas faire grand-chose, juste être là, mm, de se reposer dans ce scanner. Et là, ce qu'on essaie d'observer, c'est le cerveau au repos. Donc, le cerveau au repos, il fait plein de choses, bien sûr, hein, sinon ça veut dire qu'on est mort. mm. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes les plus sensibles une fois qu'elles ont été témoins de quelque chose d'émotionnel? Ben, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'activité dans certaines zones, les zones qui constituent le réseau d'activité du cerveau au repos, plus d'activités qui pourraient correspondre à plus de réflexion, plus euh, d'essais de connecter ce qui s'est passé à des choses anciennes ou à prévoir le futur. Et toute cette activité pourrait finalement être fatigante, produire des résultats intéressants peut-être pour comprendre et prévoir, etc., mais aussi être épuisante si elle devient trop importante. Donc, je pense que là, il y a aussi une question, on abordera sûrement ça après, mais il y a une question intéressante de est-ce que c'est fatigant ou épuisant finalement, et comment on régule tout ça, hein. On va y venir un peu dessus. Ce que aussi beaucoup de personnes hautement sensibles, tu vois, se posent, c'est est-ce que leur sensibilité évolue ou change avec les années? Est-ce que, eh bien, quand on est enfant, quand on a une haute sensibilité, la sensibilité va changer parce qu'on va devenir adulte ou qu'on va devenir une personne plus âgée? C'est une question super intéressante, hein, auquel on n'a pas vraiment de réponse, en tout cas en termes scientifiques. Il n'y a pas d'études, à ma connaissance, longitudinales qui auraient suivi des personnes, hein, pour voir vraiment si de façon intrinsèque la sensibilité change. Parce que bien sûr, elle va changer en fonction enfin, elle peut changer en fonction de ce qu'on vit. Les personnes plus qui vont vivre des traumatismes peuvent
construire ce qu'on nomme communément une sorte de carapace finalement pour se protéger du monde extérieur et du monde intérieur, donc réduire leur sensibilité, devenir moins sensibles, et parfois avec un accompagnement, redécouvrir leur sensibilité, arriver à l'âge adulte. Donc là, il y a des variations, mais qui ne sont pas dues à la sensibilité elle-même, en fait. Ce qui semblerait, c'est que enfin, quand on regarde les enfants, quand on suit les enfants, on les sent beaucoup plus sensibles, en tout cas, que les adultes. Donc, probablement, de façon globale, hein, il y a quelque chose qui se passe, hein, en tout cas dans nos sociétés, qui fait que, en grandissant, on s'autorise moins à être dans l'émotion. Donc ça, peut-être que c'est culturel, ou peut-être que c'est utile aussi en tant qu'adulte d'être moins dans ces domaines-là. Donc ça, c'est toutes des questions qui n'ont pas de réponse finalement, hein. Et je pense que, en tout cas, qu'un enfant sensible reste une personne sensible, et qu'un enfant très sensible sera probablement un adolescent très sensible et un adulte très sensible. Et plus on a appris à reconnaître ces caractéristiques chez nous tôt, plus ce sera facile de bien la vivre et d'être à l'aise avec finalement, même si l'environnement culturel ou sociétal n'est pas hyper favorable à ces caractéristiques. Tu es spécialisé toi aussi en haut potentiel intellectuel, HPI. Et est-ce qu'il y aurait un lien entre justement les HPI, haut potentiel intellectuel, et la sensibilité élevée? Donc, c'est effectivement une question que beaucoup de personnes se posent. Je vois les personnes qui viennent en consultation se posent souvent cette double question. Je pense qu'il y a une sorte de biais, en fait. Les personnes qui consultent sont souvent à la fois concernées si elles sont concernées par le haut potentiel intellectuel, sont très souvent aussi concernées par la sensibilité élevée. Et parfois, c'est leur haut potentiel intellectuel qui leur a posé des problèmes, hein. Mais bien souvent, ça vient plus au niveau de la sensibilité élevée, finalement. Hmm. Donc, dans les populations qui consultent, on voit un lien, une concurrence très, très fréquente entre le haut potentiel et la sensibilité élevée. Donc, le haut potentiel intellectuel, hein, juste pour remettre les choses en place, c'est le fait d'avoir des capacités intellectuelles qui sont au-dessus de la norme, hein, Hmm. au niveau de la mémoire, de la vitesse ou de la capacité à faire des liens entre les informations. Donc, c'est une capacité de traitement et d'analyse du cerveau qui est supérieure à la norme. De la même façon une sensibilité élevée, c'est une capacité à détecter et à être touché qui est supérieure à la norme aussi. Mais est-ce que l'un va obligatoirement avec l'une ou avec l'autre? Euh, Pas forcément. Je pense que dans la population générale, déjà en termes de pourcentage, on s'aperçoit que donc, selon le même critère, il y a à peu près 5% de la population qui ont des capacités qui sont largement supérieures à la norme. Et quand on regarde la sensibilité élevée, on est plus dans les 20%. Après, est-ce que ce sont des biais statistiques de où est-ce qu'on met les curseurs, etc. Peut-être. C'est vraiment pas évident de répondre à cette question. Parce qu'on pourrait imaginer que si le cerveau est plus performant, pourquoi il ne serait pas plus performant à détecter aussi les informations? D'ailleurs, il y a quelques études, hein, mais très peu de nouveau, où on voit que le cerveau des personnes HPI est plus un seuil de détection plus bas pour des stimuli auditifs. Donc, la réponse n'est pas évidente à ces questions-là. Il semblerait qu'il y ait plus de personnes plus sensibles que des personnes plus performantes Hmm. au niveau intellectuel. Et donc là, on a vu les HPI et la sensibilité élevée. Entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on observe une différence de sensibilité au féminin et où est cette sensibilité au masculin? Y aurait-il une différence? Donc, c'est toujours intéressant aussi ces questions de différence de genre. Donc là, je pense on a vraiment pas de réponse, hein, sur le plan scientifique, hein. Moi, là, je parle donc juste en tant que thérapeute dans mon expérience en consultation, hein. J'ai l'impression vraiment qu'il y a pas de différence. Donc, quand la sensibilité peut s'exprimer finalement. Au niveau des différences hommes-femmes en termes cérébrales, il n'y en a pas tant que ça, hein, finalement. Je pense qu'on est très conditionné par notre éducation et notre culture, hein. Et le cerveau est très malléable et se développe plus ou moins en fonction
des expériences rencontrées. Donc, j'ai l'impression que au niveau de la sensibilité, c'est surtout ça qui va se passer. Que les hommes ont moins le droit d'être sensibles, hein, déjà en tant que petits garçons, et ce qui fait qu'ils vont vivre leur sensibilité de façon très différente. Mais j'ai pas l'impression, quand on les entend parler, que leurs caractéristiques soient vraiment différentes. Et Mm. d'ailleurs, c'est probablement un axe de recherche qu'on va développer au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Euh, D'aller explorer cette sensibilité au masculin. Aussi, et j'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent, de garder un œil sur le site de l'Observatoire de la sensibilité pour pouvoir participer à cette enquête qu'on lancera en 2025. Donc, de toute façon, je mettrai le lien aussi dans la description pour que les gens puissent y aller, aller voir aussi le site de l'Observatoire. Et toutes ces recherches en neurosciences, en quoi est-ce important? Comment ça peut aider en fait justement les hautement sensibles avec leurs besoins dans leur quotidien? Alors, je pense que déjà, les neurosciences, c'est un effet rassurant. Euh, Parce il y a beaucoup de personnes très sensibles qui arrivent en consultation et en se demandant si elles sont pas folles, si elles n'ont pas un trouble psychiatrique, hein. Euh, donc, une fois qu'on a éliminé, bien sûr, ces causes probables, de savoir que les personnes plus sensibles ont des caractéristiques au niveau cérébral qui sont différentes sans pour autant que ça appartienne au domaine de la pathologie, c'est très important pour se rassurer et pour se dire que bah, je suis normale, j'ai simplement une caractéristique qui est plus élevée par rapport à la norme. Donc ça, c'est un effet, je pense, très important. Ensuite, on peut faire des liens entre c'est un peu ce que je fais dans mon livre, hein, entre les caractéristiques du cerveau et les besoins finalement d'une personne plus sensible. Donc, tu vois, tout à l'heure, on disait que le cerveau d'une personne plus sensible, il a ce seuil de captation qui est plus bas, donc il y a toutes ces informations qui arrivent, hein, dans le cerveau, donc il y a ce risque de saturation, que ce soit au niveau sensoriel ou émotionnel. Donc, un des besoins qui est vraiment important pour la personne sensible, c'est d'arriver à réguler ce flux, finalement. Donc, de réguler ce qu'elle capte, ce qu'elle a envie de garder pour elle aussi, de réguler ce qui se passe à l'intérieur, hein. Donc, il y a vraiment tout un travail autour de la régulation qui, qui est important pour bien vivre sa sensibilité. Et pour ça, il faut avoir conscience déjà qu'on est sensible et conscience qu'on a ce besoin-là. Ça, c'est un atout des neurosciences, parce que si on passe par ce biais-là, on arrive à ce besoin. Aussi, quand on parle de la capacité des personnes plus sensibles à entrer en empathie affective de façon plus importante, si on regarde les neurosciences, on s'aperçoit que c'est quelque chose de tout à fait automatique. C'est pas moi qui vais décider de me mettre en empathie avec toi, de ressentir tout ce que tu ressens. Mais ça se passe d'un coup, finalement. C'est un Mhm. mécanisme automatique que je ne contrôle pas. Donc, si j'arrive à comprendre ça grâce aux neurosciences, de nouveau, je me rassure que c'est normal. J'arrive davantage à l'accepter. Et aussi, je peux comprendre que c'est peut-être ça qui me pousse à avoir ce besoin de relation. Aussi, c'est un besoin important, souvent qu'on entend chez les personnes sensibles, c'est le besoin d'être dans des relations authentiques, des relations qui ont du sens, des relations profondes. Et le grand étonnement de voir qu'il y a plein de gens qui ont l'air de s'en méfier totalement, qui se contentent de rapports superficiels, ou qui peuvent être aussi euh, dans de la malveillance ou Mhm. dans un autre sujet. Donc, finalement, si on arrive à faire le lien entre ce fonctionnement du cerveau et ce besoin de relation, de nouveau, ça le normalise et ça permet de peut-être y répondre de façon différente, de façon plus consciente. Peut-être tu peux me demander quel rapport entre l'empathie et la relation. En fait, l'empathie au niveau des neurosciences, au niveau de l'évolution humaine, en fait, on se rend compte qu'elle est là pour provoquer des comportements proactifs, en fait. Parce que en tant qu'être humain dans une espèce sociale, on a besoin des autres. En fait, tout seul, on n'est pas grand-chose. On est même en danger. Donc, l'évolution et notre cerveau nous pousse à avoir des comportements qui vont faire qu'on va vers les autres
Et l'empathie, c'est un de ces mécanismes, finalement. Si j'ai accès à ce qui se passe en toi, à tes émotions, à tes besoins, je vais pouvoir plus facilement aller vers toi et avoir envie Mm, de mm. satisfaire ces besoins. Si j'ai aucune idée de ce qui se passe en toi, mais je vais pas forcément venir vers toi pour te secourir. Et avec toutes les connaissances, enfin, comment toutes ces connaissances, et bien sûr la recherche, vont influencer les approches d'accompagnement, justement, pour les spécialisés, pour les hautement sensibles. Donc là, il n'y a pas vraiment de grande tendance, hein, puisque comme je disais, au niveau de la recherche, il n'y a pas beaucoup d'informations et elle passe peu souvent vers les thérapeutes aussi. C'est pour ça que le rôle d'interview comme on fait ou le rôle de l'observatoire aussi, c'est important de diffuser les informations et jusqu'aux personnes qui peuvent les utiliser, donc les accompagnants ou les personnes sensibles elles-mêmes. Donc au niveau de la thérapie, je pense que déjà prendre compte que les thérapeutes connaissent tout ce qu'on vient d'expliquer au niveau du cerveau et Mm, les besoins qui en découlent. Ça peut être important pour rassurer les personnes qu'elles suivent et aussi pour orienter les thérapies ou les accompagnements finalement. Est-ce qu'on est vers des besoins plus de régulation? Est-ce qu'on est vers des besoins de compréhension de ce qui se passe au niveau des relations? Il y a toute la problématique de la différence aussi. Une fois si on sait qu'il y a vraiment une différence, comment gérer cette différence en fait? Est-ce que je m'isole complètement? Est-ce que je m'adapte complètement? Ou est-ce que je peux juste me tout ça? Donc, tout ça, ça donne des orientations thérapeutiques. Et quelque chose qui peut être important aussi à connaître, c'est dans les études, on s'aperçoit que les environnements négatifs, hein, délétères, stressants, vont impacter les personnes plus sensibles plus que les personnes moins sensibles. Euh, et souvent, on se focalise là-dessus sur les effets désagréables, néfastes, etc. mm, Et il y a l'autre versant de la médaille, c'est que les environnements positifs vont être beaucoup plus profitables aux personnes plus sensibles qu'aux personnes moins sensibles. Donc ça peut être rassurant pour les personnes accompagnées, pour les thérapeutes, et pour les thérapeutes aussi, d'apporter une aide va être, qu'il y a un potentiel d'utilisation de l'aide qui est plus important en fait mm. chez la personne plus sensible que chez la personne moins sensible. Et on a parlé voilà, de toutes les recherches qui ont été faites, mais quels aspects, on va mettre ça au pluriel, de la haute sensibilité resteraient à approfondir euh, qu'est-ce, vers quoi on peut encore aller un peu plus loin? Alors là, il y a de quoi faire. Donc, tout ce que je t'ai décrit brièvement en termes de résultats des neurosciences, comme je te disais, il y a très peu d'études. Donc, déjà, confirmer ces résultats à des échelles plus grandes, ce serait vraiment important. Il y a peu d'études sur les enfants, donc ça pourrait être aussi intéressant. Et un domaine qui, moi, me tient à cœur, et que je trouve pourrait être intéressant aussi, il n'y a pas d'information, c'est faire le lien entre la sensibilité élevée et l'intelligence émotionnelle. Il y a il y a une sorte de nébuleuse là avec le Oui. concept de HPE, de haut potentiel émotionnel, qui serait le pendant du haut potentiel intellectuel. Mais de quoi parle-t-on finalement? Et là, il y a vraiment matière à faire des études. Il y a tous les outils, il n'y a plus qu'à en fait, des chercheurs qui se lancent là-dedans, de voir si la question principale, ce serait est-ce que avoir une sensibilité élevée, c'est un cadeau finalement, comme on dit, est-ce que ça Mm, permet d'avoir une intelligence émotionnelle plus grande ou pas, ou quelles sont les circonstances finalement, hein. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est possible, parfois non. Quand on regarde la population qui consulte, on s'aperçoit que très souvent, il y a des personnes sensibles ont des difficultés avec leur sensibilité parce qu'elles ont du mal à se réguler, à réguler. Donc réguler, ça veut dire faire en sorte que les signaux qui sont perçus soient pas trop forts, en fait, pas trop envahissants. Donc au niveau des émotions, ce serait arriver à faire que ma tristesse ou ma colère ne submerge pas, ne m'envahisse pas, ne m'empêche pas d'agir finalement. Et au contraire, une fois que j'arrive à l'accueillir, à la faire qu'elle soit envisageable, je puisse la regarder et la questionner pour avancer mm, finalement. mm. L'intelligence émotionnelle, elle devient possible quand justement on arrive à accueillir toutes ces informations émotionnelles et à les utiliser en fait. Donc l'intelligence émotionnelle, vu en termes de capacité, c'est la capacité
à identifier que je suis en train de ressentir quelque chose, pouvoir le nommer, tu sais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup, là, est-ce que je suis en colère, est-ce que je suis juste un peu irritée, hein, à comprendre ce qui a provoqué cette colère, et au-delà, à comprendre ce qui se passe en moi, en fait, ce que vient me dire cette émotion, quel est mon besoin qui n'est pas satisfait et ce qui me met dans cet état-là. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir utiliser l'émotion qui est son but premier, hein, de me faire faire quelque chose. Donc, soit de pouvoir exprimer mon besoin, ma demande, soit d'agir directement sur mon environnement, donc de pouvoir avancer finalement. Donc, finalement, mieux comprendre les liens entre sensibilité et intelligence émotionnelle, ça pourrait aussi donner des clés pour les personnes plus sensibles, pour mieux se vivre au quotidien et libérer leur ce mot pouvoir qui est venu dans leur potentiel, leur Mm. pouvoir et l'utiliser pour eux et pour leur environnement, dans les interactions humaines et dans la créativité et tous les domaines où ça peut être utile. Au sein de l'observatoire aussi, dont je suis membre aussi, euh, il y a des cercles aussi qui recherchent aussi, qui font avancer aussi l'accompagnement. Donc c'est vrai que dans l'observatoire, il y a plusieurs ce qu'on appelle des cercles. Donc, en fait, c'est des ensembles de personnes qui ont été formées par l'observatoire, donc un minimum de connaissances sur la sensibilité élevée, qui souvent pratiquent euh, des pratiques d'accompagnement à côté et qui vont se réunir. Qui intervient aussi avec le pôle recherche de l'observatoire, pôle dont je m'occupe en ce moment. Et dans le cadre de ces axes de recherche, on avait en 2024 lancé une enquête sur les techniques de régulation finalement des personnes sensibles, hein, pour essayer un peu de recenser ce que les personnes utilisent en termes de techniques de régulation et aussi pour étudier, mieux comprendre la population de personnes sensibles, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, c'est des résultats qu'on va essayer de partager sur le site de l'Observatoire, hein, sous la forme sous une forme qui n'est pas encore publique, mais qui sera interactive, utile à la fois sur les professionnels ou simplement concernés par l'insensibilité élevée. Qu'est-ce que je peux dire sur cette enquête? Donc, on a eu plus de 300 réponses. Donc, merci à tous. Si certains d'entre vous ont répondu, merci de votre participation. 87% étaient des femmes, d'où ce besoin d'aller explorer la sensibilité au masculin aussi. Moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ces résultats, c'est l'aspect positif de la sensibilité, en fait. C'est que 80% des personnes interrogées disent être actuellement dans un bien-être psychologique et qu'elles se sentent bien finalement, euh, un bien-être de moyen à bon en tout cas. Et la majorité des personnes sont plutôt dans une paix intérieure plutôt que Mm. dans des difficultés. Donc ça, c'est quand même important parce que souvent on lie la sensibilité à quelque chose de trop, d'encombrant, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Dans ces 300 personnes, on a aussi à peu près 86% qui disent accepter leur sensibilité. Donc ça, c'est génial, hein, parce que c'est quelque chose de se savoir sensible, mais après, c'est une autre étape Mm. d'arriver à accepter que l'on est. Et c'est là que ça va ouvrir la porte sur utiliser cette sensibilité, en tout cas bien la vivre. Et ce qui est intéressant, au-delà de ce grand nombre de personnes qui semblent bien vivre leur sensibilité, c'est que malgré tout, il y a quand même, pareil, 83% qui ont un sentiment important de décalage par rapport à leur environnement. Donc, elles se vivent bien, Ouais. mais elles se sentent quand même en décalage. Donc, les autres éléments de l'enquête peuvent vous donner des réponses, hein, un petit teaser. Hein. Et un autre donnée aussi importante, c'est que malgré le fait donc qu'elles disent bien se vivre, être dans un bien-être psychologique, elles rapportent quand même 80% aussi, 82% rapportent une fatigue importante liée à Mm. leur sensibilité. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien vivre la sensibilité, être OK, accepter cette caractéristique. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des aspects au quotidien qui vont faire qu'on va avoir une vie qui est différente d'autres personnes moins sensibles.
Ce sont des aspects à prendre en compte au quotidien également, seul ou accompagné. Mm. Donc voilà, j'en dis pas plus, affaire Oui, voilà, faut de laisser du suspense. laboratoire. Et voilà, c'est bon, dire en fait qu'il y a quand même des choses qui se font toujours actuellement voilà, pour en savoir plus et pour apporter encore plus aux personnes qui ont ces sensibilités plus élevées. Et justement, là, on arrive à la fin de l'interview. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes hautement sensibles qui ont cette sensibilité plus élevée et qui ont envie de mieux comprendre et de mieux accepter leur sensibilité? Alors, c'est difficile de donner une réponse, parce que je pense on est toujours en chemin, quelles que soient nos caractéristiques, hein, en chemin vers une meilleure compréhension de soi, une meilleure acceptation de soi. Donc, tout dépend de, du point sur ce chemin où est la personne à laquelle je m'adresserai, en fait. Mm, Euh, je dirais qu'il y a vraiment à la base hein, quelque chose qui permet de mieux vivre la sensibilité élevée, ce serait de comprendre ce que c'est qu'une émotion. Là, je vois beaucoup de personnes en consultation qui sont plutôt en lutte, qui sont plutôt dans le rejet, qui se disent que c'est quelque chose qui vient les encombrer finalement, justement, qui est trop intense, qui arrive, qui vient des autres, mais quand on leur demande mais à quoi ça sert finalement ces émotions, bah, mm, souvent ça les fait réfléchir en fait. Alors, il y a plein de gens qui se sont déjà posé la question, mais il y en a aussi beaucoup qui ne se sont pas posé la question. Et de réaliser qu'en fait les émotions, ce sont ce sont nos alliés, ce sont vraiment des informations précieuses qui viennent nous expliquer comment on voit le monde. mm, C'est mm, génial, en fait. C'est une porte d'accès vers notre inconscient, finalement, vers tous ces mécanismes implicites qui font qu'on réagit de cette façon, qu'on agit de telle autre façon. Et très souvent, bon, on ne sait pas. En fait, on fait les choses et puis on ressent quelque chose et ça, on a l'impression que ça nous tombe dessus et qu'on subit tout ça. Mais quand on comprend que finalement, notre cerveau est en train d'analyser la situation, que c'est en fonction de nos mémoires, de qui on est, de notre personnalité, etc., qu'on arrive à cette interprétation de la situation et que ça crée une émotion, et du coup, ça nous redonne du pouvoir sur ce qui se passe finalement. Ah, mais c'est moi en fait qui crée ça. Mais alors, pourquoi? Et comment je peux faire autrement? Ou de quoi j'ai besoin? Et là, on aboutit à une vision complètement différente de nous, de notre sensibilité. Et c'est la porte ouverte vers un mieux-être, vers une libération et un épanouissement. tout à fait. L'émotion qui renseigne, Voilà. messagère. Et pour finir, donc c'est la dernière question. Pour ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo et qui voudraient en savoir plus, quelles ressources, quels livres tu recommanderais? Si tu peux d'ailleurs nous parler un peu de ton livre aussi. Alors moi, j'aime beaucoup les écrits de Saverio Tomasella. Ce sont des écrits qui sont à la fois informatifs et très abordables hein, et très sensibles, de façon étonnante. Et il propose à la fois des écrits qui sont plus sur la sensibilité et des romans aussi. Donc, c'est une autre façon d'aborder la sensibilité, de se reconnaître dans les caractéristiques. Donc, il y a un éventail de choix. Les écrits aussi des ouvrages d'Hélène Aron. Donc, là, c'est vraiment au niveau scientifique, c'est la personne qui a peut-être le plus œuvré au niveau neuroscientifique sur l'exploration de la sensibilité. Donc, elle a été traduite en français dans pas mal de ses ouvrages. Donc, ça peut être aussi des bons livres. Hein. Au niveau des sites web ou des podcasts, je vous invite à vous référer au site de l'Observatoire, parce qu'il y a il y a des liens aussi vers de nombreuses ressources. Et en ce qui concerne mon livre, moi, ce qui me tenait à cœur, bah, d'ailleurs, il y a mon cœur dans mon livre, hein, c'est vraiment de diffuser ces connaissances scientifiques au grand public et de les rendre compréhensibles, de pouvoir se les approprier pour mieux se comprendre finalement. Donc, il y a toute une partie où j'explique quelles sont les caractéristiques des cerveaux plus sensibles, quelles sont les conséquences au quotidien. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie est plus orientée vers qu'est-ce que je peux faire finalement en se basant sur ma neuroplasticité, donc le fait que mon cerveau est capable de changer
en fonction de ce que je comprends, de ce que je me dis, de ce que je fais. Donc, je propose plein d'outils aussi pour avancer dans cette acceptation, cette compréhension de la sensibilité élevée et de l'hier et de vous montrer. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter si je suis ouverte à discuter. Hein. Dans la description, il y aura tous les liens pour pouvoir te joindre. Je remettrai le nom de ton livre sera mis aussi comme ça. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous aurez tout dans la description pour pouvoir aller lire le livre de Pascal et en savoir encore plus sur votre cerveau de hautement sensible. Je te remercie beaucoup, Pascal. On a appris plein de choses comme tu as dit, ça fait du bien en fait de savoir comment fonctionne en fait notre cerveau. Ça rassure et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, franchement, je te remercie beaucoup pour d'avoir accepté cette interview pour cette semaine de la sensibilité. Encore merci à toi, Christine. C'était un plaisir de voir ton grand sourire aussi, ton enthousiasme. Ça fait du bien également. Et, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine de la sensibilité dans l'acceptation, l'ouverture et le rayonnement de vos caractéristiques. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, Pascal. Merci, au revoir à toutes et à tous.